Pour la première fois depuis des décennies, non, pour vrai, littéralement, le Canadien de Montréal est en train de se bâtir une équipe qui regorge de talent. Pensez-y un instant, Nick Suzuki est devenu cette année le premier joueur au point par match en près de 20 ans. Lane Hutson est la recrue de l'année. Ivan Demidov est le favori pour remporter le titre la saison prochaine et potentiellement le meilleur joueur non gardien qu'on a vu à Montréal depuis le démon blond, rien de moins. Mais est-ce que tout ce beau talent est destiné à devenir une des nombreuses équipes dites de saison régulière dans les prochaines années? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Vous êtes plus nombreux que jamais à commenter les récents épisodes et d'abord je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Et il y a plusieurs commentaires qui reviennent énormément. L'un d'entre eux, ça ressemble beaucoup aux commentaires suivants de la part de notre ami Artie McMuffin. Je ne sais pas, le Canadien a accumulé beaucoup de talent mais risque de se faire brasser quand ça va compter. Un peu à l'image des Rangers qui avaient un très bon club. On pourrait même argumenter qu'ils ont encore peut-être un très bon club, mais bon, ça, ce serait pour une autre discussion. Bref, Artie McMuffin, ça donne faim. Et surtout, comme je disais, c'est un commentaire qui revient beaucoup. J'ai choisi celui de Artie parce qu'il était sur la dernière vidéo et il était bien articulé, poli, tout ça. Shout out à toi, Artie. C'est une opinion qui se tient. D'ailleurs, comme je disais, c'est quelque chose qui revient beaucoup depuis que le Canadien a été éliminé par les Capitals de Washington en avril dernier. Je comprends pourquoi d'ailleurs. D'abord parce que les Caps étaient gros, méchants et ont réussi pour la majorité de la série à imposer leur robustesse face aux jeunes Canadiens. Et c'est aussi une trame narrative, soyons honnêtes, qui a beaucoup été reprise dans les médias traditionnels. Mais est-ce qu'on a vraiment raison de s'inquiéter à ce sujet? C'est ce qu'on va essayer d'élucider dans cet épisode. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier des temps modernes. Bienvenue sur la chaîne. Tu cherches de la bonne analyse hockey alors que 90% des gros salariés des médias sont en vacances dans leur chalet sur le bord d'un lac quelconque? T'es à la bonne place. Aide ton boy à atteindre son objectif des 20 000 abonnés. On est dans le dernier droit. Abonne-toi. Ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et promis, si un jour j'en ai les moyens, je vais pas cesser le bon contenu pendant l'été pour chiller sur le bord du lac. Je vais juste continuer de le faire en camisole, ça te dérange pas. Il fait chaud. Et si tu le fais pas, c'est correct, je comprends. Ça fait de la peine à mon ami Squirtle qui pensait se baigner aujourd'hui. Pauvre Squirtle. D'abord, c'est important de comprendre d'où vient cette idée que le Canadien est en train de se bâtir un club trop frêle pour compétitionner en série. Je pense qu'il y a trois aspects. Le premier, bien que je l'ai mentionné, la défaite contre les Capitals de Washington. Les Caps sont arrivés comme des trains et ont frappé tout ce qui bougeait. Bien sûr, Tom Wilson était la locomotive, mais même le bon vieux Alex Ovechkin aussi s'est permis de bons coups d'épaule. Et effectivement, pour une jeune équipe comme le Tricolore qui arrive en série pour une première fois, ça allait bien vite et surtout, c'était un peu physique. Deuxième aspect. N'importe qui ne fait que prendre l'alignement sans contexte et se dit Cole Caulfield, 5 et 8. Lane Hutson, 5 et 9. Nick Suzuki, 5 et 11. Ivan Demidov est enregistré quelque part entre 6 pieds et 6 pieds 1, dépendamment des sites, mais c'est un joueur de finesse, c'est pas un joueur qui va arriver et s'imposer physiquement. Bref, beaucoup de bons joueurs du Canadien ne sont pas, disons, des armoires à glace. Des bêtes physiques qui peuvent endurer le long et rude parcours éliminatoire, comme peut le faire, par exemple, je sais pas moi, un Alexander Barkov. Troisième élément, en parlant de Barkov, les Panthers qui viennent non seulement de gagner 2 coupes de suite et participer à 3 finales consécutives, les Panthers le font en jouant un style à l'ancienne, méchant, souvent sur ou légèrement passé la ligne de la légalité, si on est bien honnête. Puis bon, regardez, les arbitres de la Ligue nationale de hockey tolèrent ça, fait good for them. Évidemment, tout le monde regarde ça en se disant c'est le modèle à reproduire. Maintenant, déconstruisons chacun de ces éléments. Le Canadien n'a pas fait le poids face aux Caps. Si je suis 100% honnête, j'ai jamais vraiment compris cette trame narrative parce que je trouve que c'est faire fi de la réalité qui était le contexte de l'équipe. Une jeune formation qu'absolument personne voyait en série, qui s'y est rendue par la
peau des fesses et majoritairement grâce à la fin de saison du trio de Nick Suzuki et même en partie grâce à Nick Suzuki qui a été le 4e meilleur marqueur de la Ligue après la confrontation des 4 nations. Et regardez ça, là, même ici, 12 points de plus que Lane Hutson et 16 points de plus que son plus proche poursuivant chez les attaquants. Big Nick a traîné le club pendant la dernière partie de la saison. Et cette équipe a même failli manquer de jus, nécessitant de justesse une victoire de 4-2 contre le club D des Hurricanes au dernier match de la saison pour entrer dans le bal printanier. Bref, la fin de saison du Canadien avait, à mon humble avis du moins, fait gonfler les attentes envers ce club de façon démesurée. Puis d'ailleurs, je le disais aussi à l'époque, là, fait que venez pas me dire, facile à dire après coup. Votre boy, tout est enregistré, hein. C'est l'avantage ou le désavantage des fois quand c'est des mauvais takes que tout soit enregistré. Bref, c'était utopique de penser que la formation allait y aller coup pour coup avec les Caps, que ce soit physiquement, point de vue talent, expérience. Washington avait dans ses mains les cartes pour battre le Canadien et peu importe quelle main on allait jouer, on allait en ressortir en réalisant qu'on n'a pas fait le poids dans quelques aspects. Ça a donné que dans ce cas-ci, c'est le côté physique. Dans les semaines qui ont suivi, et dans cette trame narrative qui s'est bâtie, je trouve qu'il y a un élément qui s'est perdu, par contre, où il n'a pas été mis de l'avant et il aurait dû l'être. Après avoir assez aisément disposé du Canadien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Caps? Sont allés se faire sortir en 5 petits matchs par les Hurricanes de la Caroline. Ce qui est assez ironique dans le dossier qui nous concerne parce que les Hurricanes, c'est une formation dont on ne cesse de dire année après année que c'est une bonne équipe de saison régulière, mais qui n'a pas les chevaux pour se rendre jusqu'au bout en série. Et pourtant, n'ont eu aucune difficulté avec les Caps. Pourquoi? Entre autres, grâce à un échec avant soutenu et suffocant qui les a pris à la gorge, imposé par l'homme au gros chest, M. Rod Brindamour. Blague à part, si on dit des Hurricanes qui ne sont pas physiques, comment ont-ils bien pu battre les Caps? Les Canes, oui, plus petite équipe, mais sont bien loin devant le Canadien dans leurs aspirations. C'est une équipe qui a plus d'expérience et qui veut la coupe. Là, même s'ils ne réussissent pas, mais ça, c'est pour une autre discussion, ils sont au même niveau que les Caps, bien que bâtis différemment, mais ils ont utilisé leurs armes pour les battre. On revient sur les 15 dans un instant, car il faut maintenant décortiquer le deuxième élément. Oui, le Canadien a des petits joueurs, mais le Canadien n'a pas juste des petits joueurs. D'abord, la défense que le Canadien est en train de se bâtir en est une qui est en fait bien pensée pour entourer un petit dynamo comme Lane Hutson, selon moi, Caden Goulet, Noah Dobson, David Reinbacher. Vous pouvez ajouter à ça Adam Engstrom et jusqu'à preuve du contraire, Arber Xhekaj. Tous les gars que je viens de vous nommer sont 6 pieds 2 et plus. D'ailleurs, ce que je viens de faire ici, c'est l'inverse de ceux qui disent que le Canadien est juste petit, c'est-à-dire nommer sans contexte des grosses charpentes. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c'est incomplet de simplement regarder la taille des joueurs. Et effectivement, il y a un point ici pour les personnes qui sont inquiètes. Je viens de vous nommer des gros bonhommes, mais Reinbacher, Dobson ne sont pas reconnus pour leur jeu physique. Caden Goulet montre de plus en plus une méchanceté ou du moins une capacité à jouer de l'épaule dont on voyait le potentiel d'ailleurs dans le junior. Malheureusement, jusqu'ici, il est souvent blessé. Bref, grosseur n'égale pas nécessairement intimidant, oui, mais l'inverse est aussi vrai. Prenons par exemple Auston Matthews et Nick Suzuki. Auston Matthews, un énorme centre de 6 pieds 3, marqueur de 69 buts, nice, et MVP de la Ligue. Si tu connais pas le gars, tu le regardes, tu regardes ses stats, tu te dis, c'est ton joueur de centre numéro 1 rêvé, et c'est ton joueur de centre numéro 1 rêvé pour les séries. Et pourtant, la majorité d'entre vous, n'hésitez pas à dire de lui qu'il est soft, parce qu'en série, jusqu'ici dans sa carrière du moins, le Auston Matthews de saison régulière, on le voit pas. À l'inverse, Nick Suzuki est plus petit, quoique Marc Bergevin dirait lui qu'il a une bonne épaisseur, mais il démontre aussi que le jeu physique, ça affecte pas trop son jeu. Je vous l'admets, il a été un peu décevant dans les 5 matchs contre les Caps. Personnellement, je ne lui en tiens pas trop rigueur, parce que c'est un gars qui a jamais raté de match de saison régulière, littéralement. Et même si le CH est meilleur qu'il ne l'était, il demeure l'unique centre d'attention de l'équipe adverse. Puis ça, une fois rendu en série, comme ça a été le cas face aux Caps, tu concoctes des plans de match pour Nick Suzuki, son trio, puis voilà.
le tour est en grande partie joué. Le but ici, d'ailleurs, n'est pas de dire que Nick Suzuki est meilleur qu'Austin Matthews. Là. Je pense qu'il faut vraiment porter son caleçon couleur Canadien de Montréal pour aller jusque-là, mais simplement de démontrer que plus gros joueur ne veut pas nécessairement dire automatiquement meilleur joueur de série et joueur capable de bien performer dans ce contexte-là. Et je pense que ça peut être vrai pour l'entièreté de l'alignement du CH. Dernier élément à décortiquer. Les Panthers qui dominent physiquement. C'est drôle parce qu'il y avait une trame narrative semblable entourant les Panthers il n'y a pas si longtemps. Eux aussi avaient de la difficulté en série et on parlait peut-être de joueurs un peu soft jusqu'à l'acquisition, bien sûr, de Matthew Tkachuk. Ils viennent entre autres de battre les Hurricanes en 5 petits matchs en finale de l'Est. Donc les Caps battent le Canadien, pas physique. Hurricane bat les Caps, physique. Mais Hurricanes, pas physique. Panthers, physique. Bat Hurricanes, pas physique. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Ben d'abord, comme le disait si bien mon ami Qui-Gon Jinn, There's always a bigger fish. blague à part, il y a des exceptions. Comme les Penguins de Pittsburgh qui comptaient sur Sidney Crosby, déjà le meilleur joueur au monde à 20 ans. Les Blackhawks de Chicago qui ont réussi à créer un des meilleurs bassins de jeunes joueurs, mais la majorité des équipes qui deviennent bonnes longtemps ne le font pas en criant ciseaux et ils réussissent pas à concocter leur alignement gagnant ou l'alignement qui se rend loin en finale, quitte à même devenir champion, du premier coup. Mais toutes ces équipes, qu'elles réussissent comme les Panthers, qu'elles ne franchissent pas l'étape suivante comme les Hurricanes, ou même qu'ils restent prises à l'entrée des séries comme les Leafs, ont une chose en commun. Toutes les équipes, elles commencent en accumulant le talent. Ça a d'ailleurs été, à mon avis, une des erreurs de l'ère Bergevin, mais ça, ce serait pour un autre épisode. Et c'est ce que le Canadien a commencé par faire et continue de faire. Les joueurs de talent, et avoir beaucoup de joueurs de talent, c'est bien plus difficile à trouver que le papier sablé. Donc, finalement, est-ce que le Canadien est en train de se bâtir une équipe talentueuse, mais qui va se faire brasser? Ma conclusion, personnellement, est que non, ou du moins, pas encore. On va le savoir après 2, 3, peut-être 4 parcours éliminatoires. Et là, il va falloir peut-être faire des acquisitions pour aller chercher la marche de plus. La différence entre les bonnes équipes et les grandes équipes et comment tu passes d'une équipe qui a du succès année après année en saison à une qui a aussi du succès en série. Et de dire tout de suite que le Canadien ne se bâtit pas un club de série, ben, je trouve que c'est un petit peu essayer d'apprendre à courir avant d'apprendre à marcher ou bien de faire comme Numéro Bis qui met une porte au 2e étage alors qu'il n'y a pas encore de 2e étage. Non mais j'anticipe. Si vous voulez faire un 2e étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Beaucoup trop prématuré. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Es-tu d'accord que la trame narrative comme quoi le CH n'est pas tough? C'est mettre la charrue devant les bœufs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu crois qui auraient été pertinents à ce sujet? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux écouter un autre contenu parce que tu as apprécié cet épisode? Ben, il y en a un autre disponible juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!